Elle ne voulait pas que la tradition, que les religions traditionnelles disparaissent. Il n'y avait pas de première pluie au mois d'avril, ni mai, ni juin. On l'appelait la sorcière de Cabrousse. C'est ce qu'on appelle une faiseuse de pluie. C'est-à-dire que là où elle le décide, la pluie un orage peut se déclarer. Quel est ce nuage noir qui plane sur mon village? Ce murmure que j'entends entre les feuillages. On a décidé d'attaquer le village par surprise. C'était un mois de janvier, la nuit. Cabrousse a été saignée. Il y a eu beaucoup d'arrestations à Cabrousse. Elle n'a jamais été jugée en fait. C'est une sanction. On parle d'éloignement administratif. Elle recevait tellement de monde que tout Cabrousse, je pense, était d'accord que celle-là était investie d'une mission. Elle n'a jamais été une résistante au sens guerrière du terme. D'abord, elle n'a pas eu d'armée. Jusqu'à nos jours, on n'a pas entendu donc, les nouvelles d'Aline. La pureté ne peut pas être. Aujourd'hui, on est obligé d'être des métis, comme se dit Senghor. Des métis culturels. Depuis ma tendre jeunesse, en tout cas d'étudiant, j'ai été très intéressé par la culture diola en général et par les grandes figures historiques telles que Aline Sitoé, Séalébé, Bigolo, Sibeth et tant d'autres. En tout cas, pour ne parler que des grandes figures historiques de notre zone géographique, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler le Kassa, c'est-à-dire le département du Sud. Aline Sitoé, de tous, est la plus emblématique, la plus connue, en tout cas au niveau national et sûrement aussi au niveau mondial. Nous, en histoire, on confronte les sources. Donc, j'ai entrepris de confronter les sources écrites, c'est-à-dire les archives coloniales, avec les récits que j'ai pu recueillir au village de Cabrousse notamment, et même dans d'autres villages en Casamance. Donc, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai commencé mes enquêtes à la fin des années 1990, alors qu'il y avait encore des témoins directs de l'époque qui étaient encore vivants, voilà. Notamment des membres de la famille d'Aline Sitoé. Donc, je pense au fils de son mari, Alou Gueye, par exemple, également à sa demi-sœur Marie Demboulo, qui n'avait que 2 ans de différence avec Aline Sitoé, et également la fille unique de Aline Sitoé, Senabou Niaoulès, voilà. Et d'autres encore, donc un ancien aussi, Charles Matasso, qui était lié à la famille. Et donc, c'est grâce à ces gens-là que j'ai pu recueillir des récits assez précis sur la vie de la prophétesse de Cabrousse, comme on l'appelait alors. D'après ce que nous savons d'Aline Sitoé, elle a été une jeune fille de Cabrousse, Nialo. Elle aurait été à Dakar, d'après ce que l'on dit. Et de Dakar, du côté de la place Sandaga, elle aurait eu des visions, des appels, et elle a été amenée à revenir au pays, à revenir à Cabrousse. Et quand elle est revenue à Cabrousse, elle a justement mis en œuvre les instructions, je dirais les directives qu'elle a reçues de Dieu. Une fois à Cabrousse, Aline va se rendre à Mossor. C'est à Mossor, chez sa maman, qu'elle va commencer à faire ses premières révélations. Un jour, Aline va profiter
d'un décès d'un jeune, parce qu'ici à Cabrousse, s'il y a décès, tout le monde se rend donc sur place pour accompagner le défunt. Et c'est en ce moment, elle a profité donc de ce regroupement pour faire un appel. Mais les hommes ne voulaient pas la croire. Mais les femmes, puisqu'elles sont très très patientes, elles ont attendu donc le moment pour écouter la reine Aline. Et Aline leur disait, vous allez dire à vos maris de faire un sacrifice qui consiste donc à tuer le taureau noir dans l'autel. Si vous le faites, vous aurez une pluie abondante et vous allez voir que la récolte sera abondante. Mais les femmes qui racontèrent donc l'histoire à leurs maris, ces derniers ne voulaient pas croire. Et on était au mois de mars. Les premières pluies, puisqu'ils commençaient dès le mois d'avril, il n'y avait pas de première pluie au mois d'avril, ni mai, ni juin. C'est en ce moment que les sages du village se demandèrent est-ce que cette femme n'est pas une vraie messagère de Dieu? Je dirais que le fétiche, c'est un peu le téléphone portable, en quelque sorte, qui permet de communiquer entre donc l'être humain sur Terre et la divinité céleste qu'on appelle Ataïmit ou Emitei. Que très vite s'est engagé dans un mouvement de restauration d'un culte, le culte de la pluie, qu'on appelle Kassara. Bon, faut dire qu'à son retour, Aline Sitoé, on la prenait un peu pour faut dire le mot, pour une folle alliée. Parce qu'elle avait des visions, elle voyait des apparitions, mais les gens ne la prenaient pas au sérieux. Donc, on la qualifiait de folle. Et les enfants du village allaient s'amuser autour de la folle. C'était une distraction du côté de Mossor, jusqu'à ce qu'elle montre ses capacités à faire tomber la pluie, en fait. C'est ce qu'on appelle une faiseuse de pluie. C'est-à-dire que là où elle le décide, un orage peut se déclarer et la pluie peut cesser aussitôt, grâce à ses prédictions. Elle avait d'autres visions, et au fur et à mesure, donc les gens finissent vraiment par la prendre au sérieux. Non, je pense que c'est normal qu'une jeune dame, elle avait à peine une vingtaine d'années, elle n'était pas très âgée, qu'elle se lève un bon matin pour dire qu'elle reçoit des messages de Dieu, que Dieu qui lui a confié des messages. Naturellement, elle avait sa première difficulté, c'était de convaincre ses parents. Naturellement, je suis sûr que les premiers jours, on la prenait pour une fofolle. Une fille qui se met à parler, à dire des choses, elle était source d'inquiétude pour sa propre famille. Donc il fallait qu'elle arrive à convaincre ses propres parents de sa sincérité, de ce qu'elle dit. Et elle a réussi d'abord ce combat-là autour d'elle. Et ensuite à appeler autour d'elle à élargir son message, que ce message soit envoyé, reçu et accepté par le plus grand nombre autour d'elle, jusqu'en Guinée, jusqu'en Gambie, jusque dans le département de Bignona. C'était pas quelque chose de facile pour que les gens de partout arrivent jusqu'à elle pour recevoir des instructions, en tout cas pour qu'ils appliquent le rite selon les prescriptions qu'elle leur a indiquées. C'était un combat qu'il fallait qu'elle arrive à convaincre d'abord son milieu de Cabrousse par sa jeunesse. Il y avait d'abord même l'autorité locale, traditionnelle, et elle dérangeait l'autorité traditionnelle qui était là. Le pouvoir n'était pas à elle, le pouvoir était tenu par la tradition, par les grands féticheurs qui étaient là, qui entraient naturellement en compétition avec elle. Bon, mais elle était une dame qui dérangeait tout le monde. Elle avait la jeunesse contre elle, parce qu'elle était jeune. Elle n'avait pas été investie par la société en tant que telle. Et ensuite, elle avait donc à sortir, que ce message devait sortir de Cabrousse pour aller à travers la région, à travers les pays comme la Guinée, comme la Gambie, et jusque dans le département de Bignona. C'était une grande performance pour elle. Des échos donc vont dans l'horizon
pour dire qu'il y a à Cabrousse une jeune femme qui est envoyée de Dieu, qui prédit et peut faire des miracles. Les villages environnants d'autres venaient de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, du Mali, de la Gambie, pour consulter donc cette dame. C'est en ce moment que Aline devient une héroïne. C'est en ce moment que Aline devient une messagère. C'est en ce moment que Aline devient une reine. Son principal problème, c'est qu'elle a fédéré énormément de Sénégalais, j'allais dire, autour d'elle. Parce qu'à la fin, ces cérémonies avaient tellement de succès qu'il y a même des gens qui quittaient la Gambie, qui quittaient Kaolack, aussi bien des chrétiens que des musulmans, que des animistes, des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, allaient à ces cérémonies. Et vous savez que la politique coloniale, c'est comme le diviser pour mieux régner. Donc dès que vous aviez comme ça des gens un peu charismatiques qui étaient capables de réunir autour de beaucoup de monde, forcément ça faisait peur à l'administration coloniale. C'est également le cas de Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba, il n'a jamais mené une lutte armée contre les Français, mais sa capacité à mobiliser des milliers de talibés autour de lui, c'est ça en fait qui faisait peur à l'autorité coloniale. Voilà. Et ne voulait pas que la tradition, que les religions traditionnelles disparaissent. Elle refusait, elle ne voulait pas de ça. Elle était opposée au christianisme, elle était opposée à l'islam et voulait que les Diola, en tout cas, restent dans leur tradition, dans leur culture. Et c'est pour ça qu'elle a créé un rite. À l'instituer dans la religion traditionnelle, n'est pas une princesse, contrairement à ce que les gens disent. Parce qu'elle n'a pas été sacrée. Elle n'a pas été sacrée. Elle a reçu des révélations. Parce que dans la religion traditionnelle, il y a un sacre. Pour que tu portes le titre de roi, il faut être sacré. Et c'est une institution qui appartient en général à une famille. À une famille. C'est dans telle famille que le roi est choisi, que le responsable de tel fétiche est choisi de tel autre. Elle s'est faite toute seule. Elle s'est faite toute seule. Donc, elle est à la fois une résistante et une prophétesse, mais pas le terme de reine ne peut pas être appliqué à l'islam. En tout cas, reine dans la tradition diola. Elle n'a jamais été une résistante au sens guerrière du terme. D'abord, elle n'a pas eu d'armée. Et puis, tous les discours... Elle avait des chants, c'est vrai, où elle prenait le retour à la culture ancestrale. Donc, plutôt que de prendre du sucre importé, il fallait consommer du miel. Plutôt que de consommer le riz d'Indochine, il fallait consommer le riz rouge traditionnel diola. Voilà, etc., etc. Et elle a voulu aussi réinstaurer la semaine, le calendrier diola de 6 jours, et non pas le calendrier imposé par les Européens. Et c'est ça, en fait, qui a été interprété comme de la résistance, donc c'était essentiellement une résistance culturelle. Et effectivement, lorsqu'elle était à Cabrousse, les pluies abondantes sont revenues. Donc la plupart des gens qui venaient l'écouter, c'était pour des bénédictions, la bonne santé, les bonnes récoltes. C'était pas pour organiser une guérilla voilà, contre l'autorité coloniale. Mais c'est ainsi que le colonel Sajou a déformé les choses pour mieux l'arrêter. Il faut dire qu'Aline Sitoé aussi, sa maman est du quartier Mossor, que son papa est d'un autre quartier de Cabrousse qui s'appelle Nialou. Et donc, il y avait une rivalité ancestrale entre les quartiers. Et le fait qu'elle soit revenue et qu'elle soit authentifiée comme une espèce de prophétesse, de reine en quelque sorte, ça a encore attisé les divisions entre les deux quartiers. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'un jour, elle est partie faire une cérémonie à Nialou, soi-disant, autour de la pluie. Elle devait revenir, mais en fait, on l'a mariée un peu par surprise avec un homme de Nialou. Qui donnait en mariage à Aline? Il faut voir une personne riche. Pourquoi? Parce que les gens vont venir consulter cette dame. Et un pauvre ne peut pas nourrir toutes ces personnes qui viendront chez Aline. C'est en ce moment que tout le village s'est réuni pour donner en mariage à Aline, à Lougueï. À Lougueï, c'est un riche, je dirais un riche en Afrique. Un riche, c'est quelqu'un qui a beaucoup de riz,
beaucoup de bœufs, beaucoup de porcs, beaucoup de chèvres. Alougueï était l'un des plus riches de tout Cabrousse. On a donc décidé de donner en mariage à Alougueï Aline Sitoé. La guerre battant son plein, le vase la goutte qui a fait déborder la vase, c'est la perquisition de riz. Les Français avaient des difficultés à nourrir les troupes. Et parce que les bateaux qui venaient d'Indochine étaient souvent coulés par les sous-marins allemands, ce qui fait qu'il y avait une rupture de riz. Et les Français étaient amenés à réquisitionner le riz des Diola, puisque c'était le seul groupe ici au Sénégal, la seule ethnie qui cultivait du riz en quantité et qui avait donc du riz en quantité. Il fallait donc les mettre à contribution dans l'effort de guerre, prendre dans les greniers de riz, dans les villages, faire des prélèvements pour nourrir les militaires qui étaient stationnés dans la zone et également mobiliser les villages pour piler le riz. Aline Sitoé s'était beaucoup opposée à ce genre de pratique. Évidemment, elle a été largement suivie par la population et aussi ses prêches avaient un grand écho, puisque retournés dans chaque village, les représentants qu'elle a reçus chez elle devaient organiser la cérémonie selon son rite, avec une vache noire qui était immolée, et des danses, des chants, tels qu'ils ont été appris à Cabrousse. Cela, naturellement, a beaucoup gêné les Français, pas l'administration en tant que telle seulement, mais toutes les religions musulmanes, les religions chrétiennes, trouvaient en elle une opposante, puisque son discours était contre non seulement l'administration en tant que telle, mais contre les nouvelles religions que sont l'islam et le christianisme. Donc, elle avait réussi à unir autour d'elle toutes les composantes de la nouvelle société qui étaient représentées par l'administration, par les missionnaires et par les marabouts qui étaient présents en Casamance. Alors, du côté du colonel Sajou aussi, on était en plein effort de guerre, c'était la Seconde Guerre mondiale, et lui, dans son état d'esprit, il fallait que tous les paysans de la Casamance se mobilisent pour produire des vivres, élever du bétail qui devait servir à ravitailler les villes du Sénégal, parce qu'à l'époque, il y avait un blocus maritime, mais également ravitailler l'armée. Donc au moment où il y avait des directives de l'autorité coloniale comme quoi il fallait faire des réquisitions de vivres, par patriotisme pour la France, elle continuait ces cérémonies où était sacrifiée une grosse quantité de poulets, de bœufs. On l'accusait aussi de faire danser les gens au moment où il aurait fallu travailler de manière de plus en plus sérieuse parce qu'on était en période de guerre. Et ça a été très mal perçu par le colonel Sajou. Donc il est venu une première fois au village pour la menacer, en lui disant que si tu n'arrêtes pas de ces cérémonies, moi je t'arrête. Il y a même eu une séquence où il aurait offert un bourroul, un pain à Aline Sitoé, et elle considérait l'aliment comme impur. Donc elle aurait dit à une vieille femme de creuser un trou pour enterrer le pain. À l'époque aussi, les militaires auraient mitraillé un bœuf là devant elle. Elle aurait refusé de toucher la viande parce que chez les Diola, les bœufs sont sacrés. Voilà, on les tue pas en les mitraillant. Et donc ça, c'est la première visite du colonel Sajou. C'était une menace. Et elle, en fait, elle a continué ses cérémonies malgré la menace. Et donc c'est là qu'on a organisé son arrestation.
Elle a surtout engagé une réflexion contre tout ce qui est introduction de variétés nouvelles, surtout le riz. Vous savez que dans la zone là, on avait une tradition de culture de riz, mais un riz local qu'on appelle en tout cas dans la langue locale Eloki. Et cette variété de riz qui était très peu productive a été concurrencée, remplacée par des variétés introduites par l'administration française. Elle était contre. Elle s'est beaucoup battue contre cela. Elle s'est également beaucoup battue contre la culture de l'arachide dans la zone. Et c'était naturellement un discours qui allait à l'encontre de l'économie locale et de l'économie coloniale, puisque l'arachide était une production très importante. Non, nous avons notre culture, nos mœurs et coutumes, donner de plein gré, partager, soutenir, aider selon nos moyens, mais jamais dans la brimade, jamais dans l'obligation méprisante. Attends que de maintenant, ce que j'ai fait jusqu'ici, je ne regrette pas. Selon vous, je suis celle qui a semé ce trou dans le cœur de ces hommes et de ces femmes. C'est pour avoir demandé au bien de dire non à l'oppression de l'exploitation de l'eau par l'homme. C'est pour avoir demandé de privilégier la culture vivrière du riz à la place de l'arachide que vous nous imposez. C'est pour avoir dit de refuser de toute aliénation et que la personne humaine est une valeur à ne jamais bafouer. Si pour cela je dois être arrêté, déporté ou tué, alors je suis prête. Emparez-vous d'elle. Non, laissez-les faire. Laissez le destin s'accomplir. Je pars avec eux, mais mon âme reste toujours ici avec vous. N'ayez crainte. Demain sur cette terre, nos enfants vivront heureux et en harmonie avec la nature qui les entourera. Demain c'est ici que blancs et jaunes viendront les retrouver non armes au poing pour les déposséder, mais en quête de nappe de paix où tout chantera la joie de vivre. Adieu mes frères et sœurs, adieu peuple chéri, et n'oubliez surtout pas que seul le travail dans une vie pleine de dignité mérite d'être vécu. On a décidé d'attaquer le village par surprise. C'était un mois de janvier, la nuit. Hein. Revenu donc des phoques, le colonel Sazou a décidé d'aller arrêter Aline Sitoé, donc pour la réduire au silence. Ils sont allés à Cabrousse, toujours avec Tété Guédiou, et ils ont procédé à l'arrestation d'Aline Sitoé avec beaucoup de péripéties. Naturellement, quand ils se sont présentés, Aline Sitoé n'était pas dans la maison où on pensait qu'elle était. Et c'est pour cela que sa coépouse a été tuée. Ils ont pensé que c'était elle. Et elle était en période de menstruation, de règles. Et chez les Diola, une femme qui voit ses règles doit quitter la maison familiale pour se réfugier, pour s'éloigner et être dans une autre maison jusqu'à la fin de ce cycle. Et c'est de là-bas que finalement on a fait venir Aline Sitoé, s'est présentée. On dit qu'elle a été giflée par le colonel qui était furieux, qui avait menacé de brûler, de détruire le village si elle ne se présentait pas. Son arrestation a causé la mort d'une 50aine de personnes, plus une 50aine d'arrestations, dont 3 seulement sont revenus au village. Parmi ces 3, il y avait son mari Alougueï, il y avait le vieux Selaïho qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, et enfin c'est le Stolito qui sont revenus. Mais parmi ceux-là qui ont été donc tués sur place, on peut citer le vieux Yaffe, qui est son oncle, qui est tué sur le champ. Et Cabrousse a été saigné. Il y a eu beaucoup d'arrestations à Cabrousse. Dans les livres, il y a beaucoup de gens de Cabrousse qui sont partis avec elle. Mis à part le fait qu'elle ait continué ses cérémonies malgré les menaces du colonel Sajou,
elle n'a pas... D'ailleurs, je vous l'ai dit, elle n'a jamais été jugée, en fait. C'est une sanction... On parle d'éloignement administratif. C'est une sanction administrative, voilà. Mais c'est tout ce qu'on a trouvé, en fait, pour l'éloigner de son terroir et voilà, et s'en débarrasser. Alors, il faut dire que aussi, à l'époque coloniale, les Français étaient assez machiavéliques. C'est-à-dire qu'ils déportaient les gens dans des zones qui étaient complètement étrangères à eux, aussi bien culturellement que climatiquement. Vous voyez, Cheikh Ahmadou Bamba, qui était un homme du Sahel, on l'a déporté du côté du Gabon, en pleine forêt tropicale, alors qu'il ne connaissait pas ce genre de climat. Aline Sitoé, qui était une femme de la zone forestière et humide de la Casamance, on l'a déporté dans une zone quasi touristique, désertique, excusez-moi, au Soudan. Vous voyez, c'était en fait une manière aussi de les tuer à petit feu. Et beaucoup de déportés, on peut évoquer d'autres cas comme Samori, Fodé Sila, qui était le roi du Combo en Gambie, sont pratiquement tous morts en déportation parce que les conditions étaient extrêmement dures. Donc en fait, on les éloignait en espérant en fait qu'ils ne reviennent jamais vivants de leur exil. Voilà. Des prophétesses de cette nature, il y en a eu avant Aline Sitoé, il y en a eu. Il y a une qui s'appelait Alain Guissot, qui est du côté de Seleki, du côté de Nampor. Il y a une autre qui s'appelait Guito. Mais Aline Sitoé, je crois que le contexte de la guerre a beaucoup joué dans cette inquiétude qu'elle suscitait auprès des autorités françaises. Ça, c'était, je crois, une impression, en tout cas un sentiment que j'ai. La deuxième raison aussi, c'est que son discours avait un grand écho auprès des populations. En fait, il y avait également une femme prêtresse à Efok qu'on appelait Nyaku Fosso et que l'on considérait comme l'émule d'Aline Sitoé Diatta. Elle avait le même fétiche que elle, qu'on appelle le Kassarar en fait à Cabrousse, et qui fait tomber la pluie. Mais en fait, d'après un anthropologue qui est mon ami Paul Diédiou, qui est enseignant à l'université Hassan Sek, en fait, ce fétiche de la pluie à Youtou et Efok existait même avant l'arrivée d'Aline Sitoé en Casamance. Donc en fait, des femmes qui font tomber la pluie, il y en a eu partout en fait en Casamance. C'est pas uniquement Aline Sitoé ou Nyaku Fosso à Youtou. Il y avait la reine Ayimpen du côté de Siganar. Il y avait également une reine à Etama qu'on appelait Alan Guisso Bassen. Donc les femmes prêtresses, les femmes prophétesses en Casamance, il y en a eu beaucoup en fait. Voilà. Mais toujours, c'est pareil, pour essayer d'arrêter tout le monde, ils ont créé un lien vraiment très fort entre le village d'Efok et le village de Youtou et de Cabrousse pour mieux en fait réprimer la résistance. Je crois qu'elle avait un charisme qui faisait que elle attirait à elle par son discours et beaucoup de personnes. Et naturellement, tous les administrateurs, tous les politiques se méfient d'un personnage qui a une si grande popularité, surtout pendant la guerre. Et elle constituait également une menace. Les Français étaient en guerre et ils avaient besoin de militaires qu'une femme tiennent un discours qui décourage les jeunes à s'engager, les populations engagées, ça c'était une menace. Les Français aussi étaient en train d'asseoir l'économie locale par la culture de l'arachide qui était en train de se développer partout au Sénégal. Quelqu'un a un discours contre cette culture, donc l'arachide à l'époque c'était l'épine dorsale de l'économie régionale et nationale. Un discours qui décourage les populations à cultiver à faire cette culture de rente, c'était une menace. Je pense que l'un dans l'autre, l'ensemble de ces faits, de ces discours font qu'elle était considérée comme une menace, pas seulement pour l'administration, mais par les missionnaires qui voyaient en elle une femme, une sorcière, on l'appelait la sorcière de Cabrousse, qui s'opposait à l'extension du christianisme. Également par les marabouts qui voyaient en elle celle qui s'opposait à l'extension de l'islam. Donc elle avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, réuni autour d'elle tout un ensemble d'autorités
d'hommes de pouvoir contre elle. Non, je dis Efok, c'est concomitant. Efok a refusé de donner du riz à l'administration française. En fait, pour Efok, le problème, c'est qu'il y avait un jeune militaire français un peu va-t-en-guerre, là, qu'on appelait Maurice Cobry, qui était parti faire la guerre contre les Diola et qui a été tué par un notable de Efok. Et en fait, c'est en représailles à la mort de ce soldat français en fait, que Efok a été attaqué, brûlé. Tous les habitants sont partis pendant des années, sont réfugiés en Guinée portugaise avant de revenir, avec interdiction de cultiver leur propre rizière. Donc c'est plus par rapport à la mort de ce soldat français, Maurice Cobry, que Efok a été incendié qu'à cause d'Aline Sitoé. Ici, à Oussouye, partout, chaque village devait donner du riz. Les autres ont donné. Efok a sûrement donné. Mais comme ça a duré chaque fois qu'il fallait donner, ils ont refusé. En refusant, les Français ont considéré ce refus comme acte de rébellion. Il fallait donc les sanctionner. Il fallait donc les mater. Et en allant les mater, ils sont revenus de là-bas avec sûrement la certitude ou le sentiment que le refus d'Efok est lié au discours d'Aline Sitoé. Donc, que c'est par le discours d'Aline Sitoé qu'ils sont en train d'appliquer, qu'ils ont refusé de donner du riz. Alors, pour ne pas que d'autres exemples dans le département ou ailleurs se produisent, il fallait arrêter celles qui tenaient un discours d'opposition, un discours de rébellion contre l'autorité française. Celles qui disaient qu'il ne faut pas donner du riz, il faut que le service militaire, J'ai un ensemble de chants, c'est dommage, où on voit bien qu'à travers ces chants, elle encourageait, elle invitait les populations à résister aux sollicitations de l'administration française. En dehors d'autres discours, qui est un discours religieux. Parce qu'elle a mis en valeur, elle a remis en valeur ce qu'on appelait la semaine des 5 jours, avec un jour de repos, ou le Huiyei. Elle a remis ça, c'était une façon de s'opposer au dimanche. Parce que les autres se reposaient le dimanche, elle a mis je ne sais pas si ça existait, mais que c'était tombé en désuétude et qu'elle a ressuscité. Mais en tout cas, c'est avec Aline Sitoé que le Huiyei et la semaine Diola a été remise en valeur, la semaine des 5 jours. Alors donc ça, c'est des actes religieux. Et puis les libations, la façon de faire des libations, de s'adresser à Dieu, c'est nouveau, c'est un rite nouveau. Elle a fait ça. Lorsqu'on veut imposer sa culture et sa religion, forcément on va dénigrer la culture et la religion de l'autre. Hein. Voilà, c'est ça. Vous avez dit que les missionnaires savaient très bien que les Diola croyaient en un Dieu unique, mais ils faisaient comme si tel n'était pas le cas, pour mieux les dénigrer et imposer leur propre religion. Oui, c'est ça. D'ailleurs, ce qu'on appelle la guerre des phoques, c'est 1943-44, c'est après la déportation d'Aline Sitoé. Voilà. Donc elle était déjà plus en Casamance lorsque la guerre en fait s'est déclarée et que Maurice Cobry a été tué. Je crois qu'elle a été déportée en janvier 43 et je pense que Maurice Cobry, lui, a été tué en février 43, un mois après. Donc il n'y a pas de concordance exacte entre la résistance d'Aline Sitoé et la résistance de Efok. Voilà. Les deux résistances en fait se sont enchaînées. Jusqu'à nos jours, on n'a pas entendu donc les nouvelles d'Aline. Mais d'après l'histoire, Aline donc fut décédée en 1944 à Tombouctou et enterrée donc dans un cimetière appelé Sigil Mansa. Donc on ne sait pas si c'est la vraie Aline, c'est notre Aline qui est morte en 1944 ou bien c'est une autre Aline qui est morte en 1944.
Il faut dire que pratiquement les 90% des gens ne sont jamais revenus vivants. Certains sont morts à la prison de Ziguinchor, d'autres à la prison de Saint-Louis. On parle de malnutrition, on parle aussi de misère psychologique ou physionomique. Voilà, enfin, en tout cas, il y a un mal étrange qui a pratiquement décimé tous les compagnons de Aline Sitoé qui sont morts en prison. Alors lui, son mari, apparemment, il a été déporté du côté de Matam. Donc au bout de quelques années, il est revenu avec 2 ou 3 autres hommes de Cabrousse au village. Quant à elle, on n'a jamais eu pratiquement plus de nouvelles pendant de très nombreuses années. Elle était là, à Caille, c'est pas loin, très loin. Caille, c'est à la frontière avec le Sénégal. Mais ils ont trouvé qu'elle était trop proche, ils l'ont amenée à Tombouctou. Tombouctou, c'est dans le désert du Sahara. C'est des Arabes qui sont là. Il faisait trop chaud, elle ne mangeait pas. Et ce qu'on lui donnait, ce n'était pas sa nourriture. Elle est morte de scorbut. Ça dit d'insuffisance. Il y avait des problèmes de nourriture. Elle est morte très vite. Aline Sitoé n'a pas vécu longtemps. Alors, il faut dire qu'à l'époque, il y a eu toutes sortes de témoignages qui ont été écrits contre elle. Mais moi, je considère que c'est une sorte de complot. Il y avait le curé d'Oussouye, là, je crois qu'il s'appelait le révérend père, je ne veux pas dire des bêtises, donc je crois que c'est Ritz, mais je ne veux pas dire de bêtises, qui a témoigné contre elle. Il y avait également donc, les shérifs Haïdara, du côté du département de Bignona, qui n'acceptaient pas que leur propre talibé traverse le fleuve Casamance pour aller écouter une reine Diola. Donc les shérifs Haïdara aussi ont témoigné contre ces cérémonies. Il y avait également certains chefs de canton particulièrement autoritaires qui voulaient se débarrasser des résistances dans les villages, notamment en Payelout de Boukitingo. Il y avait également un interprète, Tété Diadiou, là, qui était le collaborateur des Français. Donc tous ces gens-là, ce qu'on appelle les auxiliaires indigènes de l'administration, se sont ligués avec les marabouts Haïdara, etc., pour rédiger une sorte de dossier. Et c'est à cause de ça qu'elle a été sanctionnée, mais de manière administrative. En fait, on n'a rien trouvé pour l'accuser, pour la juger au tribunal. Donc, on a décidé un éloignement administratif. Peut-être qu'au début, il y avait, comme c'est normal, des gens qui s'interrogeaient sur qu'est-ce que c'est cette dame-là qui est en train de nous raconter des histoires, que Dieu lui a parlé, que c'est normal. Mais à un moment après, elle s'est imposée à tous. Elle s'est imposée à tous. La jalousie, pas nécessairement, je pense pas, de sa famille proche. Je pense qu'il y avait, à un moment donné, sont arrivés à un consensus autour d'elle. Elle recevait tellement de monde que tout Cabrousse, je pense, était d'accord que celle-là était investie d'une mission. Au début, sûrement, il y avait des difficultés, mais après, elle s'est imposée à tous par son charisme et par le nom, parce que quelqu'un qui n'a pas une certaine inspiration, qui n'a pas un certain charisme, ne peut pas recevoir autant de monde sans entrer en contradiction. Parce que souvent, tu reçois des gens aujourd'hui, tu leur parles, demain tu reçois d'autres. Il faut que le discours soit cohérent. Sinon, les gens, ceux à qui tu vas parler, 2 jours après tu parles à d'autres. Si le discours commence à divaguer, ils vont dire que celle-là est folle. Ce qu'elle a dit à telle délégation n'est pas la même chose que ce qu'elle a dit à telle autre délégation. Donc elle n'est pas normale. Or, si elle arrive à tenir un discours cohérent à tous, et dans le même sens, les gens se disent qu'il y a quelque chose de surnaturel. Il y a quelque chose de surnaturel. On a trop tendance à se fier malheureusement aux archives coloniales. Alors il y avait un colonel à l'époque, le colonel Sajou, qui était le commandant de Ziguinchor, et c'est vraiment lui qui a comploté, j'allais dire, pour faire arrêter Aline Sitoé et obtenir sa déportation vers le Soudan. Et donc l'essentiel du dossier Aline Sitoé est composé des rapports écrits par le colonel Sajou. Donc évidemment, c'est des écrits qui sont très tendancieux, très subjectifs, et souvent c'est la version qu'on a retenue dans les programmes scolaires sénégalais. Donc dans un même temps, j'ai pu rencontrer à peu près une 50aine de personnes à Cabrousse, qui ont connu l'époque coloniale et directement ou indirectement Aline Sitoé. Alors, il faut dire aussi, le colonel Sajou, c'était comme quelqu'un qui était très frustré. Il avait perdu en fait une main à la Première Guerre mondiale. Apparemment, c'est une grenade qui lui avait arraché la main. Donc, à la place d'une main, il avait un crochet. Il était extropié d'une main. Et il avait également perdu la Seconde Guerre mondiale avec le désastre de 1940. Donc, on pense qu'il a voulu avoir une troisième guerre victorieuse,
en Casamance en arrêtant soi-disant l'ennemi public numéro 1. C'était aussi une manière pour le colonel de se glorifier. Voilà. Et d'ailleurs, après la guerre, sa politique a été discréditée par l'autorité coloniale, mais c'était l'autorité coloniale d'après-guerre, quoi. Après coup, on a jugé que c'était quelqu'un d'autoritaire et que l'arrestation d'Aline Sitoé n'était pas forcément justifiée. Jusqu'à la fin de l'ère coloniale, il y avait ce mystère Aline Sitoé Diatta, où est-ce qu'elle est passée. À l'époque de Senghor aussi, on ne parlait pas du tout d'Aline Sitoé Diatta, jusqu'à ce qu'il y ait un leader là, du parti indépendantiste MFDC, l'abbé Augustin Diamacoune, qui a tenu un discours à la Chambre de commerce de Dakar en 1980. Et c'est dans ce discours que pour la première fois, il prononce le nom là, devant la nation sénégalaise. Et donc, il demande à ce que la vérité soit faite par rapport à la disparition d'Aline Sitoé. Et donc, il a fallu attendre Abdou Diouf, le président Abdou Diouf, pour qu'il y ait une mission présidentielle qui soit organisée au Mali, parce qu'on supposait qu'elle soit partie au Mali. Et donc, on aurait découvert une tombe, une sépulture, où elle aurait été inhumée. Alors, les causes de sa mort n'ont jamais été vraiment révélées. Bon, moi, j'ai quelques indications. Bon, c'est pas très... Voilà. C'est vraiment resté un secret d'État. Donc, tant que j'ai pas recoupé mes sources, je me prononcerai pas trop par rapport à ça. Bon, on dit qu'elle est morte de malnutrition. Apparemment, elle serait morte aussi de mauvais traitements. Voilà. Donc le corps qu'on aurait retrouvé à Tombouctou, là, c'est pareil. Il n'y a eu aucune photo. Il y avait un certificat de décès qu'on n'a jamais communiqué vraiment au peuple sénégalais. Apparemment, même une partie de l'acte de décès a été rayée. On ne sait pas par qui. Donc, il y a tout un mystère qui continue à entourer Aline Sitoé. On parle aussi d'un fils secret qu'elle aurait eu. Alors, certains disent qu'elle a été déportée enceinte, mais ça n'a pas forcément été démontré. Donc, il y a un fils secret. On en a parlé pendant des années. Bon, il faut dire le problème d'Aline Sitoé, c'est qu'on l'a beaucoup politisé. Parce qu'au moment où on a commencé à vouloir s'intéresser à son histoire, on était en plein mouvement indépendantiste casamançais. Il y avait d'un côté les rebelles, entre guillemets, casamançais, de l'autre les militaires et l'État sénégalais. Et on a voulu un peu utiliser Aline Sitoé de part et d'autre pour légitimer soit le mouvement d'indépendance ou bien pour légitimer l'État-nation sénégalais. Donc, à l'époque d'Abdou Diouf, on a érigé Aline Sitoé en héroïne nationale, pour bien montrer que cette femme Diola fait partie de la nation sénégalaise. Donc il y a eu beaucoup de récupération politique et finalement ça a nui à la science sociale qui est l'histoire. Et donc jusqu'à présent, il n'y a pas encore véritablement de documents très scientifiques. Alors à part quand même 2 auteurs américains, il y a Will Mettat Oliver Diallo, qui est venu faire des enquêtes à Cabrousse dans les années 90, qui a consacré une thèse remarquable écrite en anglais sur Aline Sitoé. Et moi, j'ai un de mes collègues qui était ici à la maison il y a quelques semaines, c'est Robert Baume, qui a fait aussi vraiment un travail de fond sur Aline Sitoé Diatta. Mais ce sont des chercheurs américains, leurs écrits sont uniquement en anglais et donc peu consultables par le peuple sénégalais. Voilà. Mais les missionnaires, moi j'ai eu la chance de grandir dans une famille. Mon oncle, celui qui m'a élevé, était catéchiste à Cabrousse l'année où on a arrêté Aline Sitoé. Donc, tout jeune, j'ai entendu parler d'Aline Sitoé, pas par l'histoire, mais par mon oncle, qui était à Cabrousse en ce moment-là, et qui, naturellement, en tant que chrétien, était farouchement contre Aline Sitoé et a approuvé son arrestation, sa mise à l'écart. Parce que Aline Sitoé gênait les missionnaires, comme je l'ai dit. Et les musulmans aussi, surtout les marabouts, tout ça, voyaient en Aline Sitoé une dame qui est en train de freiner l'expansion de l'islam, comme du christianisme. Voilà. Donc il fallait absolument... c'est comme si l'autorité politique a été encouragée par les autorités religieuses, l'islam comme le christianisme. Et effectivement, il y a eu tout un complot. Alors évidemment, on préfère dire que c'était le méchant colonisateur uniquement, à lui tout seul, qui a décidé en fait
sa déportation, c'est vrai. Mais moi, j'ai retrouvé les rapports en fait de l'époque avec les différentes personnes qui ont témoigné contre elle. Et donc, il y a le curé d'Oussouye, il y a les shérifs Haïdara, il y a le chef de canton de Bukit-Tingo, il y a l'interprète Tété Diadiou. Donc, c'est tous ces gens-là qui qui ont été sollicités en fait, je pense, par le colonel Sajou, pour avoir un maximum de témoignages contre elle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Aline Sitoé aussi, en fait, elle a été interrogée. Et j'ai retrouvé en fait son interrogatoire. Elle dit en fait que c'est une envoyée de Dieu, qu'elle n'a fait qu'à obéir au message de Dieu et que donc elle n'a rien fait de mal à part ne faire que rapporter les paroles de Dieu et faire des prédictions. Alors oui, quelque part, Benjamin Diatta, dans son malheur, il a eu de la chance. Donc Benjamin Diatta, en fait, il est originaire de Cabrousse comme Aline Sitoé. Ils n'ont pas de lien de parenté, quoi que l'on dise, c'est pas la même concession. Donc Benjamin Diatta, lui, c'était le chef de province d'Oussouye à partir de 1923. Et en fait, lorsque Tété Diadiou est venu enquêter sur Aline Sitoé, il était encore chef de province, et en fait, il a tout fait, lui, pour dédramatiser la situation en considérant sa parente comme inoffensive, en disant qu'elle ne fait que des cérémonies pour la bénédiction, les bonnes récoltes, et donc, en aucun cas, c'est une menace pour l'administration coloniale. Seulement au même moment, il y avait le recrutement militaire qui était organisé à Oussouye, et Benjamin Diatta, qui était chargé de recruter les militaires, a, d'après le colonel Sajou, failli à sa mission, puisque les gens ont pris la fuite pour ne pas faire l'armée, ou bien arriver en retard aux convocations pour la visite médicale. Et donc, il y a un adjoint du colonel Sajou, qu'on appelle Pikandé, qui était le chef de subdivision de Ziguinchor, qui serait arrivé à Oussouye pour gifler Benjamin sur la place publique, pour l'humilier devant sa femme Judith. Et donc, on aurait décidé, donc, pour des raisons disciplinaires, de muter Benjamin Diatta en l'affectant comme interprète du tribunal de Dakar. Et ça correspond effectivement à l'arrestation d'Aline Sitoé. Et donc, lorsqu'il était muté à Dakar, c'était Tété Diadiou, en fait, qui l'a remplacé comme chef de province par intérim. Et donc, c'est lui qui a été chargé de la tâche ingrate d'accompagner les Français lorsqu'on a arrêté Aline Sitoé. Et d'ailleurs, jusqu'à la fin de sa vie, Tété Diadiou, on l'embêtait avec cette question-là, en disant « Mais c'est vous qui avez arrêté Aline Sitoé avec le colonel Sajou ?» Et il refusait même de répondre à cette question. Il allait même jusqu'à dire que c'est pas moi, c'est un autre Tété Diadiou, c'est un homonyme, mais je n'ai jamais été sur place à Cabrousse à cette époque-là. Donc voilà, c'est une question qui l'agaçait beaucoup. Il ne voulait même pas évoquer l'épisode, parce que c'est vrai que pour Tété Diadiou, ça a sali son image. Voilà, on a dit que c'était le collaborateur du Français qui avait arrêté Aline Sitoé Diatta. Donc si Benjamin Diatta n'avait pas été muté à Dakar pour des raisons disciplinaires, peut-être que c'est lui qui aurait accompagné Sajou en janvier 1943, et donc on aurait rendu responsable de l'arrestation d'Aline Sitoé. Moi, j'ai conduit le mari d'Aline Sitoé auprès d'Abdou Diouf. Il s'appelait Alougaye en 1984. L'audience que Abdou Diouf a accordée à Aline Sitoé, c'est moi qui l'ai accompagné en tant que député du département de Souy. Voilà ce que Alougaye nous a dit. Il reproche lui à Benjamin de n'avoir pas attiré l'attention d'Aline Sitoé sur la situation. Sur la situation. Aller lui dire, attention, ce que tu fais ou ce que tu dis, les Français ne sont pas d'accord, ne sont pas contents. Il dit que Benjamin aurait dû le dire à Aline Sitoé, la prévenir, pour que, peut-être qu'elle allait continuer. Mais Aline Sitoé ne l'avait pas fait pour défier nécessairement les Français. Le mari dit que Benjamin aurait dû au moins mener auprès de ses... Alougaye dit aurait dû mener cette démarche-là auprès de sa nièce pour lui dire attention, les Français ne sont pas contents, voilà ça qui risque de t'arriver. Ça, c'est Alougaye qui nous l'a dit dans le bureau d'Abdou Diouf. Après son arrestation, il y avait une espèce d'omerta, de loi du silence qui s'est instaurée à Cabrousse.
pour 2 raisons. D'abord parce qu'on avait peur que les militaires reviennent un jour pour continuer leur répression. Et d'autre part parce que tous les hommes qui sont morts avec Aline Sitoé en prison, c'était un véritable deuil, d'autant plus douloureux que chez les Diola, en fait, lorsque l'on meurt, il faut impérativement qu'on soit rapatrié et inhumé sur la terre ancestrale. Donc le plus dur, c'est peut-être pas en fait le fait qu'ils soient morts, c'est qu'ils soient morts et qu'en plus de ça, ils soient morts à l'extérieur et que leur corps n'ait jamais été enterré comme il se devait selon la tradition. Donc ça a créé un véritable traumatisme à Cabrousse, qui a duré très très longtemps. Moi, si les derniers témoins ont accepté de parler, c'est parce qu'ils arrivaient au crépuscule de leur vie. J'ai vu que Marie Dembolo, par exemple, la demi-sœur d'Aline Sitoé, mais également sa fille Niaoulès, avaient envie de parler en sentant qu'elles allaient bientôt partir pour ne pas partir avec tous leurs secrets. Et donc, c'est grâce à cette prise de conscience des parents d'Aline Sitoé qu'il fallait quand même dire quelque chose avant de partir, que j'ai pu recueillir comme des témoignages intéressants. Vous savez, Benjamin, qui est son parent, n'a jamais été transparent. Parce que Benjamin savait qu'elle est décédée, mais il ne l'a pas dit aux populations, à ses parents. Comme beaucoup de militaires ici, qui étaient partis en guerre, qui sont morts, des messages ont été envoyés ici à Oussouye, auprès de Benjamin, pour lui dire d'informer telle famille que le soldat tel est décédé. Il ne l'a pas fait. Un exemple que je connais le mieux, c'est la dame que nous avons rencontrée. Son frère, grand frère, a été mobilisé. Donc il est parti dans l'armée, recruté. Il est mort. Personne n'a su dans la famille que ce garçon a été tué. Et ses parents, les parents du garçon et donc de Madame Sis, sont morts sans savoir que leur fils est mort. Et c'est par hasard qu'un jour, on était à Guembérin, au cours d'une tournée, nous avons rencontré un vieux, un ancien combattant, et il a demandé à Madame Sis, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Judith Diagne. Il dit, Diagne de Edjongo. Ah, il a réagi en disant, moi j'étais avec un jeune de Edjongo qui s'appelle Dominique Diagne dans l'armée. Judith lui dit, c'est mon frère. Mais nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Mes parents sont morts sans qu'ils sachent ce qu'il est devenu. Et il leur a dit, mais il est mort devant nous. Il est mort. Revenue de là-bas, elle a écrit à l'armée française. Les militaires français, aujourd'hui, ont envoyé un dossier comme ça, sur 2 minutes. Ils ont tout détaillé. Et ils ont précisé qu'ils ont demandé à Benjamin d'en informer la famille. Il n'a pas fait. Ce qui s'est passé aussi avec Aline Sitoé. Il savait, il ne l'a pas fait. Donc Aline Sitoé est resté un mythe. Un mythe. Les gens, chacun s'est mis à construire son univers. Elle est en France, elle est ceci, elle a des enfants. C'est pas vrai. Aline Sitoé n'a pas vécu longtemps. Aline Sitoé est morte très vite. La seule fille qu'elle a eue, Niaoulès, c'est la seule qu'elle a eue ici avant de partir. Et d'ailleurs, lorsqu'on l'a arrêtée, lorsqu'on l'a arrêtée ici, elle avait ses règles, ce qui veut dire qu'elle n'était pas enceinte. Que j'entends des gens raconter des légendes, c'est pas vrai. Ça, c'est c'est l'histoire telle qu'elle est. Aline Sitoé n'a pas vécu longtemps. Voilà. Bon, en fait, Benjamin Diatta, il a cherché à dédramatiser les choses très tôt. Lorsque le colonel commençait à attaquer Aline Sitoé, il dit non, vous exagérez, elle ne présente aucune menace, il faut la laisser faire ses cérémonies et puis c'est tout. Mais vous savez, le problème, c'est qu'à l'époque coloniale, un chef africain n'est pas véritablement un chef. C'est un agent indigène de l'administration. Donc, en fait, les Français l'utilisaient. C'est un agent, c'est un collaborateur. Et donc, en fait, il n'avait pas une véritable autorité. La véritable autorité était concentrée entre les mains des militaires de l'époque. Donc, il y avait le colonel Sajou, qui était à Ziguinchor, avec son adjoint Picandet. Et il y avait également un militaire très autoritaire qu'on appelle Grimaldi, que tous les vieux d'Oussouye connaissent,
qui était chef de subdivision d'Oussouye. Et donc, c'était ces militaires français très durs qui avaient la situation en main. Et donc, des gens comme Tété Diadiou, Benjamin Diatta n'étaient que des exécutants indigènes, du commandant blanc, en fait, en quelque sorte. Donc, ils n'avaient pas forcément leur mot à dire, à part peut-être leur pouvoir de conviction. Mais apparemment, donc, les arguments de Benjamin n'ont pas été écoutés. Et voilà. Et c'est comme ça que Aline a combattu donc l'injustice. Elle a combattu beaucoup de choses pour dire que Aline est une héroïne qui manque son village. Nous, aujourd'hui, ses enfants, petits-fils, nous le pleurons parce que nous avons toujours, nous considérons qu'Aline est toujours vivante dans nos cœurs. Mais aujourd'hui, ça nous fait très mal. Pourquoi très mal? Parce que depuis sa mort, Aline ne peut pas avoir un monument. Il ne peut pas avoir à Cabrousse un monument du nom d'Aline. Il ne peut pas avoir à Cabrousse quelque chose comme un statut pour essayer de faire vivre Aline. Malheureusement, jusqu'à nos jours, avec tous les efforts consentis par les populations, toutes les tractations faites par les populations, Cabrousse ne peut même pas avoir un seul statut d'Aline. Cabrousse ne peut pas avoir un seul mur de monument installé ici à Cabrousse pour nous faire rappeler. Mais même s'il n'y a pas de monument, Aline restera toujours vivant dans nos cœurs. Le danger, c'est quoi? Le danger, c'est on est en train de vivre une déculturation. Les Diola ne sont plus les Diola. Les Diola aujourd'hui, c'est le tapalé, c'est la rigueur, la foi, la crainte de Dieu, tout ça, on l'a plus. La brousse est en train d'être détruite, la nature est en train d'être détruite, alors qu'elle se battait contre ça. Moi, je considère la religion ancestrale comme une religion qui est vraiment quand même très ancrée dans l'écologie, avant l'heure, en quelque sorte. Et quand cette religion disparaît, le milieu naturel se dégrade très vite et l'environnement en général. Voilà. Ça, c'est un des bons côtés de la religion ancestrale. Bon, j'ai constaté aussi que les élèves aussi qui ont grandi dans cette religion sont souvent les plus travailleurs et les plus disciplinés à l'école. Voilà. Parce qu'il y a quand même toute une initiation entre les générations. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé avec les élèves de Cabrousse, là, il y avait les aînés qui n'hésitaient pas à frapper les cadets, qui leur manquaient de respect ou qui n'étudiaient pas correctement leurs leçons le soir. Donc, il y avait tout un contrôle social qui permettait justement de bien cadrer l'individu. Et je constatais que lorsque la religion ancestrale disparaît aussi, il y a toute cette discipline, cette éducation aussi qui tend à disparaître. Voilà. On est de plus en plus des gens acculturés. C'est d'autres cultures qui prévalent, ou c'est la culture française, ou la culture wolof, ou la culture... Or, elles se battaient contre ça, et voulaient que les Diola restent Diola, c'est-à-dire croient en leur valeur. Ce qu'elles créaient est arrivé. Oui, bien sûr, mais vous savez, comme on dit, on ne refait pas l'histoire et on ne revient pas en arrière. Je ne pense pas que la religion ancestrale reviendra un jour et concurrencera l'animisme, la religion musulmane et chrétienne jusqu'à redevenir une religion dominante au Sénégal. Par contre, ce serait bien qu'on s'intéresse aux valeurs anciennes et qu'on les adapte aux religions révélées et qu'on les adapte à la société actuelle. Mais bon, ça serait vraiment bien quand même. Mais le problème, c'est aussi qu'il y a une rupture entre les générations. Vous voyez ? Pourquoi les anciens connaissaient autant l'histoire de leur village ? C'est parce qu'il y avait ce qu'on appelait la veillée le soir. Il y avait les grands-mères qui chantaient des contes, des chansons. On passait aussi beaucoup de temps en brousse avec son père ou son grand-père. Et c'est lors des parties de chasse ou bien en surveillant les rizières contre les mange-mille, etc., qu'il y avait comme ça la tradition orale qui se faisait. Actuellement, les vacances d'hivernage au village, souvent les jeunes sont dans leurs soirées ou dans les navétanes, ils jouent au football, ils sont dans les soirées ou autres. Et il y a plus ce lien entre les générations. Donc les vieux sont dans leur coin, les jeunes sont dans leur coin, et la tradition orale n'est plus assurée. En plus, vous savez très bien qu'avec les nouvelles technologies,
Maintenant, on passe son temps, c'est le virtuel. Hein, voilà. On passe des heures et des heures sur son téléphone portable et peut-être qu'on passera même pas 5 minutes dans l'année à discuter avec son grand-père ou sa grand-mère qui va vous raconter l'histoire. Hein, voilà. Malheureusement, c'est l'évolution qui est ainsi faite. Et donc, on aime bien en Afrique parler de, vous savez, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, fait référence à Amadou Hampâté-Bâ, à glorifier les griots. Mais dans le Sénégal de 2023, je vois pas très bien encore où est la place des griots, à part peut-être les griots médiatiques qu'on voit des fois chanter les louanges du président ou de tel dieu de l'arène, voilà, lors des grandes luttes à Dakar. Mais pour moi, la tradition orale africaine, elle s'est perdue, quoi. Et je pense pas qu'on reviendra en arrière. Par contre, ce serait bien que des chercheurs, des universitaires écrivent sur Aline Sitoé et que ces livres-là soient publiés ou bien soient mis en ligne, parce qu'il y a les nouvelles technologies, ce qu'on appelle les NTIC plutôt. Et moi, je pense que c'est peut-être grâce aux médias qu'on pourrait effectivement sauvegarder l'histoire de l'Afrique et peut-être aussi mettre davantage en valeur la culture africaine. La pureté ne peut pas être. Aujourd'hui, on est obligé d'être des métis, comme se dit Senghor. Des métis culturels. Mais il est bon de s'enraciner, comme dit Senghor, être bien dans sa culture et s'ouvrir. S'ouvrir, c'est quoi? C'est s'enrichir de la culture des autres. Mais si tu ne connais rien de ce que tu es, de ta culture, mais tu es perdu, tu es assimilé. Et Senghor nous disait, il faut assimiler et non être assimilé. Moi, je considère l'animisme, entre guillemets, comme une religion comme une autre. Hein, vous savez, ça a été diabolisé par les missionnaires, ça a été diabolisé par les marabouts qui ont mené des djihad contre les soi-disant diola païens. Vous voyez, pour vous dire, Emitei Ataimit, ça veut dire Dieu en diola, et c'est le même terme qui a été repris par la Bible, écrit par les missionnaires français qui ont traduit la Bible du français au diola. Donc on ne peut pas dire qu'une population ne connaît pas Dieu et qu'on reprend le terme de Dieu utilisé par les diolas pour le mettre dans la Bible. Vous voyez, c'est contradictoire. Donc ça montre bien que même les missionnaires eux-mêmes avaient conscience que les diolas croyaient déjà en un Dieu unique avant l'arrivée de la religion chrétienne. Et dans la religion diola, on croit aussi au purgatoire, on croit à l'enfer, on croit au paradis. Il n'y a pas de saints, mais il y a des génies qui remplacent les saints. Donc il n'y a pas de grande différence entre la religion chrétienne, par exemple, et la religion ancestrale. Moi, j'aime pas le mot animisme, c'est un terme péjoratif. Il faut assimiler et non être assimilé. Et le risque aujourd'hui que nous avons, c'est d'être assimilé. C'est-à-dire d'être rien, comme des feuilles. Parce que si tu n'apportes rien, on parle le rendez-vous du donner et du recevoir. On est en association. Toi qui es togolais, tu m'apportes ta culture togolaise. Moi, je t'apporte ma culture sénégalaise, ou en tout cas ma culture diola. Il y a des valeurs que je peux avoir chez toi. Toi, tu as des valeurs que tu peux acquérir à partir de moi. Mais si tu n'as rien à m'apporter, c'est comme un sac vide qui est venu à moi. Et le président Senghor, sur ce plan-là, a été catégorique. Il a dit qu'il faut absolument qu'on s'enracine dans nos cultures africaines, mais ne pas s'enfermer dans nos cultures. Il faut s'ouvrir. Donc, ainsi, on devient des métis et on devient plus riche. Plus riche. C'est ça. Esprit de mes aïeux, génie protecteur de mon peuple, ai-je mal interprété vos recommandations ou mal transmis votre message? Quel est ce nuage noir qui plane sur mon village? Ce murmure que j'entends entre les feuillages, est-ce vous? Protégez mon peuple, je vous prie. Donnez-lui la force de toujours croire en lui-même, d'aimer la paix, la fraternité et la solidarité avec tous les hommes d'où il vient. Photo gasele loko na ngora ayo ngaba asa maje bata sora photo gasele loko na ngora ayo asa maje bata sora photo gasele loko na ngora ayo ngaba je bata sora photo gasele loko na ngora ayo asa maje bata sora photo gasele loko na mole ayo sama je basa soro
Português ele louco da mole. Aí sama ige basa sola português ele louco na mole. Aí nyaba ige basa sola português ele louco na mole. Aí sama ige basa sola português ele louco na mole. Aí nyaba ige basa sola português ele louco na mole. Aí sama ige basa sola português ele louco na mole. Sama ige basa sola